Merci. Et bon, merci d'être là, nombreux. Il y a des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps, ça me fait plaisir à titre personnel de les voir, mais je pense que tous nous sommes heureux de vous voir. Il me revient la lourde charge d'introduire cette journée, de présenter en un quart d'heure, 20 minutes, les travaux de 3 ans, 4 ans, très denses. Donc je sais que je ne vais pas y arriver, donc je vous rassure tout de suite. Ça va ou durer plus d'un quart d'heure ou être totalement incomplet. Donc je voulais vous présenter, en fait, c'est une très mauvaise plaisanterie, mais je voulais vous présenter un bébé qui s'appelle Accessible. Ça se présente comme ça, son nom c'est celui-là, mais je ne vais pas la faire, cette plaisanterie-là. Je vais juste vous dire dans quel cadre il est né. Il faut que vous sachiez déjà que c'est un cadre administratif assez précis. Pour ceux qui ne sont pas du milieu agricole, ça s'appelle un CASDAR. Et comme pratiquement toute l'agriculture française, il est très administré. C'est une forme administrée. Ce fonds provient de taxes payées par les agriculteurs sur leur chiffre d'affaires. Et ceci, donc les agriculteurs attendent en retour un bénéfice identifiable et des exigences d'efficacité et de rigueur administrative quant à leur utilisation. C'est dans ce cadre-là que nous avons travaillé pendant 3 ans. La plupart des travaux soutenus par le fonds CASDAR se réfèrent explicitement au développement agricole et ou rural, agroéquipement, performance des systèmes de production, stratégie, pilotage et management des entreprises, création de magasins de producteurs, développement de l'agriculture sous signe de qualité, création de valeur dans les territoires. Voilà quelques exemples d'intitulés et de domaines de recherche financés en général par les CASDAR. Et notre recherche, ce bébé que nous avons appelé Accessible, lui a posé, je vous dirai tout à l'heure comment, à partir de quels éléments, a posé la question des moyens de l'accès à l'alimentation, c'est-à-dire à la production agricole, et portait de ce fait un questionnement nouveau, celui de la pertinence des politiques publiques agricoles de ces dernières années, questionnement qu'on pourrait résumer en une phrase, une question. Ces politiques publiques agricoles ont-elles tenu la promesse faite en 1960 aux femmes et aux hommes de ce pays de les nourrir tous de manière satisfaisante? Pour trouver des moyens de répondre à cette question, des moyens nous correspondants, c'est-à-dire sans trop de faux fuyants, nous avons jugé nécessaire d'associer à nos travaux des acteurs peu familiers en ces lieux. Quand je dis en ces lieux, c'est en ce CASDAR, en ces fonds agricoles, peu familiers en ces lieux et aussi peu familiers de ces lieux. Et il nous a fallu alors composer avec des manières de vivre et des modes de travail nouveaux. Et je pense que faisant comme ça, nous avons introduit un peu du grand désordre de la vie dans l'administration d'un dossier. Pour prendre en compte ce désordre, donc, nous avons aménagé autant que possible les cadres proposés et faire cohabiter pendant 3 ans des enseignants des formations agricoles et du travail social, des habitants d'un quartier populaire, des chercheuses de l'INRA, des chercheuses en droit, en anthropologie, en géographie, des résidents d'un CHRS, des coordinateurs de l'action sociale territoriale, des réalisateurs de documentaires, des animateurs de tout poil et de tout lieu, des élus de territoires ruraux et évidemment nos adhérents, c'est-à-dire des paysans, des producteurs, des agriculteurs, comme vous le souhaiterez. Il nous a fallu construire des formes d'organisation particulières, de partage et de production de la connaissance. Je garde l'œil sur l'heure parce que je ne vais quand même pas utiliser toute la matinée pour arriver à la conclusion. Quand nous avons posé l'objet de notre recherche, nous avons cherché des lieux dans le réseau CIVAM où cette question avait déjà été plus ou moins abordée. Et nous avons eu des mains à se lever, parmi lesquelles nous avons choisi 5. Alors, la terminologie consacrée veut qu'on les appelle terrains d'expérimentation, donc appelons-les terrains d'expérimentation. Vous en trouverez la description dans les différents appendices de cette salle où se tiennent un forum des initiatives, la présentation d'un film et le repas sur le côté de la salle d'ailleurs à midi.
Vous trouverez la plupart des documents auxquels je fais allusion, les documents auxquels je fais allusion rapidement ici sont présentés plus en détail dans ces endroits-là. Ces terrains d'expérimentation ont été les puissances invitantes les uns des autres. Donc une grande partie de notre, mais pas que, une grande partie de notre travail a consisté à organiser ces invitations, rassembler dans un coin de la France les partenaires autres venant de Rhône-Alpes, d'Occitanie, de Saintonge pour se retrouver à Brest, qui venait avec son épicerie sociale, qui d'autre avec sa coopérative alimentaire ou ses interrogations sur comment nourrir des personnes dans un bâtiment comme celui-ci. Et toujours accompagné, parce que nous l'avions souhaité dès le départ, par justement les chercheurs auxquels je faisais allusion tout à l'heure, la science, allez, je ne vais pas dire infuse, ça serait un très mauvaise plaisanterie, parce qu'elle nous a été extrêmement utile, et cet aller-retour permanent entre le terrain et la recherche qui, pour nous, on a appelé ça un peu recherche participative, moi je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais sachez quand même que ça a été un point d'interrogation très fort autour de ces 3 années, là, comment la science prend sa forme dans les recherches pragmatiques autour des exploitations agricoles qui dépassent le cadre de la comptabilité et des gestions dont je faisais état tout à l'heure. Nous avons fait pas mal d'erreurs d'ailleurs en ce domaine et nous en avons discuté. On a évité de mettre trop de poussière sous le tapis. On a sans doute laissé quelques-unes dont il faudra qu'on discute plus tard. On a été aussi obligé pour ce faire de construire un langage commun, une grammaire commune, et c'est pas très simple. Vous savez ce que Camus disait, mal nommer les choses, on ajoute au malheur du monde. Il est assez grand aujourd'hui pour qu'on se prenne le temps de nommer correctement les choses. Et vous le verrez aussi en lisant ce qu'on a appelé les livrables, ce qui relève du projet. Nous avons été amenés à prendre en considération très souvent des éléments non quantifiables, mais qu'on estimait plus à même de rendre compte de la complexité de nos approches. Ce faisant, nous nous sommes fournis aux uns et aux autres des moyens d'agir et de la confiance pour le faire. De cela, vous trouverez écho, donc je vous le disais tout à l'heure, dans les différents livrables tout au long de la journée. Ils traduisent tous cette façon de fonctionner, adaptée sans trop de difficultés aux conditions particulières du contenu et de la forme de cette recherche. Et je dis sans trop de difficultés car Réseau CIVAM est une organisation qui, de son histoire, tire au moins 2 caractéristiques qui nous armaient, sans doute, plus que d'autres, pour faire face à cette complexité. Alors, sans doute que le bon ordre des choses aurait été que je me présente et que je présente le Réseau CIVAM, mais je suis parti du principe qu'on le fera dans la journée, que c'était inutile de s'appesantir là-dessus. Mais sachez tout de même que Réseau CIVAM, qui est la tête de liste, c'est comme ça qu'on dit, la tête d'affiche du programme CASDAR, celui qui l'administre pour le compte du ministère de l'Agriculture, est une organisation agricole regroupant 10 à 12 000 fermes de tailles diverses et plusieurs centaines d'habitants du milieu rural, avec un objectif commun, des campagnes vivantes. Et que nous nous réclamons pour cela des fondements de l'éducation populaire. Il y a plusieurs définitions de l'éducation populaire. Celle qui nous est le plus chère, c'est que la recherche de l'émancipation, les moyens de la recherche de l'émancipation, nous les possédons tous et ils sont en chacun d'entre nous, ils sont en chacun de nous et ils sont surtout mobilisables collectivement. Dans les années 80, nous avons constaté la disparition de nos voisins et nous avons cherché à comprendre ce qui se passait. De fil en aiguille, et ça a pris même dizaines d'années, on peut le dire, nous avons porté notre réflexion sur la durabilité agricole. Qu'est-ce qui fait qu'une exploitation est durable, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'elle se perpétue sans entamer le capital environnemental, par exemple, et puis aussi, surtout, qu'est-ce qui fait qu'elle est transmissible. Et nous en avons tiré quelques enseignements qui sont aujourd'hui assez documentés pour être enseignés dans pas mal de CFPPA, pas mal de lycées agricoles. Vous trouverez sur des tables, ici, pour ceux qui sont d'un autre horizon que l'horizon agricole, vous trouverez ces références.
Nous en sommes arrivés à la conclusion, il y a déjà presque une dizaine d'années, que la durabilité agricole passe par une production économe en moyens de production et permettant aux paysans de garder le maximum d'autonomie dans la gestion de la ferme. Donc vous trouverez ces documents, là je vous le redis, sur les tables autour de cette salle. Bon, je passe rapidement sur cet aspect des choses, mais quand même, c'est important de dire que deux des objets d'interrogation des fermes du CIVAM, que sont la vente directe et l'accueil sur les fermes, sont des sources de l'interrogation sur l'alimentation. La vente directe, mais ceux qui la pratiquent, alors elle est faite pour garder la plus-value sur la ferme et conforter le revenu, mais elle met sous les yeux de ceux qui la pratiquent les consommateurs et leur permet, s'ils ont une bonne vue, de s'apercevoir qu'il y a une partie des concitoyens sont absents de cet endroit où vous vendez. Vous ne vous adressez qu'à un segment réduit de la société, et il ne s'agit pas seulement d'une réduction géographique, qui serait « je sers mes voisins », mais bien d'un partage sociologique, culturel et économique. Et ceux qui pratiquent l'accueil sur leur ferme de personnes des classes populaires urbaines, voire même de personnes en grande précarité, ont compris aussi que l'alimentation, pour beaucoup de leurs concitoyens, était devenue, et pour diverses raisons, un problème. Et autant le dire aussi clairement que ça pour nous, l'appauvrissement alimentaire, en qualité et quantité, est alors apparu comme le comparse de l'appauvrissement monétaire et sanitaire. L'alimentation était devenue un marqueur d'appartenance sociale, un marqueur de classe, et nous ne le savions pas. Et prolongeant alors l'interrogation sur l'efficacité économique et environnementale de nos fermes, nous avons formulé deux questions qui sont à l'origine, sans doute pas du monde, mais au moins d'accessibles. Qui consomme les produits de nos fermes économes et durables? Comment se nourrissent les autres? Et nous sommes allés à la recherche, et c'est toute l'histoire d'Accessible que je me garderai bien de vous conter dans son entièreté ici, et qui est contenue dans ces deux questions. Quand on s'est posé ces questions, on a découvert d'abord que la seule réponse, quasiment la seule réponse que la politique publique agricole donne à la question de savoir comment nourrir ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter leur nourriture, comment nourrir les populations les plus appauvries, il n'y a qu'une réponse, l'aide alimentaire. Alors nous sommes partis à essayer de comprendre ce qu'était l'aide alimentaire. Vous trouverez aussi autour de cette salle des réponses, une partie des documents issus de cette exploration. Pour ce faire, nous avons invité bien d'autres acteurs que les acteurs habituels du milieu agricole, ceux dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple. Et puis, bien plus que ceux qu'on avait invités au départ, sur cette route-là, on a croisé, et on n'arrête pas, on continue à croiser des gens. Et je pense qu'il y en a dans cette salle avec qui on va travailler demain sur cette question-là, des gens que nous ne connaissions pas il y a encore 2 ou 3 ans en arrière. En se posant la question de ce qu'était l'aide alimentaire, nous avons constaté que sur la chaîne alimentaire, des deux bouts de la chaîne alimentaire, il y a 2 acteurs qui s'ignorent complètement, les producteurs et les consommateurs. C'est vrai pour l'aide alimentaire, mais nous l'avons constaté depuis, c'est vrai aussi pour l'ensemble de la chaîne alimentaire, quelle qu'elle soit. Mais dans l'aide alimentaire, il y a 95% de ce qui est produit qui vient de l'agro-industrie, et donc qui est caché. Le producteur est caché. Une des caractéristiques de l'agro-industrie est bien de cacher le producteur derrière la transformation et la surtransformation des produits proposés. Alors c'est pour ça que de temps en temps, d'ailleurs, vous en tirez une tête et vous la mettez en tête de gondole avec une belle affiche et son nom dessous. C'est bien, si vous éprouvez ce besoin-là, c'est bien que le reste est caché. Et de l'autre côté, à l'autre bout, vous avez des gens à qui on donne la nourriture et qui sont invisibles pour les producteurs et qui sont aussi qui ne sont là que parce que des travailleurs sociaux
les ont autorisés à être là. Entre le producteur, le paysan, et le consommateur, le citoyen pauvre, il y a l'agro-industrie et son business, et le travail social. Alors, je sais bien que je vais faire tiquer plus d'un en faisant ce rapprochement rapide. Je connais une partie de la salle et je sais qu'il y a des travailleurs sociaux ici. Mais on se connaît suffisamment pour savoir qu'il y a des nuances à apporter. On les apportera dans le courant de la journée. Mais sachez quand même que cette grande division entre la production et la consommation caractérise aujourd'hui le mode de l'alimentation. La première de nos intentions, 2012, a été de se dire, mais avec ce qu'on sait faire en termes de qualité, de produits de qualité, de circuits courts, on pourrait améliorer l'aide alimentaire. On va leur demander, on va travailler à ce que dans l'aide alimentaire, il y a des produits bio, il y a des produits de sous-signe de qualité, il y a des produits qui viennent de chez le voisin. Et là, on nous a fait gentiment remarquer que non, ne vous cassez pas la tête avec ça. Ceux qui se chargent de l'aide alimentaire aujourd'hui vont le faire et sont probablement déjà en train de le faire et vont trouver largement des compagnons pour le faire. Donc on nous a fait remarquer que ce n'était pas à notre place de le faire. On est revenu avec une autre question, 2 ans après, formulée comme on l'a formulée tout à l'heure, c'est-à-dire comment ça se fait qu'on ne nourrit pas tout le monde quand on travaille comme on le fait, et ceux qui ne sont pas nourris par nous, comment se nourrissent-ils? Comment on accède à la nourriture? Je vais tâcher d'accélérer un peu ma présentation. Je vais insister, c'est pas le mot, mais faire un focus sur alors, nous avons plusieurs livrables dont je vous ai parlé à 2 ou 3 moments là, qui sont sur des tables à votre disposition, mais il y en a un qui est assez emblématique de notre travail. C'est un outil d'autodiagnostic parce que c'est la façon de travailler des CIVAM sur l'agriculture, l'évaluation de la durabilité d'une exploitation agricole. Aujourd'hui, on a un outil d'autodiagnostic là-dessus qui est enseigné, je vous le disais tout à l'heure, qui est pratiqué dans les lycées agricoles, mais qui demande à être accompagné d'animateurs, d'une animation autour d'une ferme, autour d'un groupe de fermes. Et nous avons procédé de la même manière. Aujourd'hui, des systèmes de distribution alimentaire qui voudraient se confronter à la question de l'accès à l'alimentation, qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre pour que tout le monde accède à l'alimentation, quelles sont aussi, quand ils ont mis quelque chose en œuvre, les caractéristiques de ce qu'ils ont mis en œuvre. Eh bien, on a mis à leur disposition un livret d'autodiagnostic. Alors, il n'est pas... Ce que vous trouverez ici, c'est une maquette. Il n'est pas fini, il est en cours d'impression et il sera disponible au mois de mai, mais vous pourrez le précommander aujourd'hui. C'est un outil qui nous ressemble beaucoup. C'est une autre méthode de travail habituelle et qu'on vous propose, qu'on propose à d'autres, qui rassemble d'ailleurs l'essentiel, sinon tous les enseignements du projet. Je devrais dire l'essentiel. Et comme nous avons été interpellés il y a quelques années maintenant par cette question de l'accès à l'alimentation, aujourd'hui, à travers cet outil de diagnostic, eh bien, nous vous interpellons et nous vous demandons de venir nous aider à continuer à travailler avec nous. Alors, dedans, vous n'y trouverez pas d'injonction à faire ceci, à faire cela, pas de modèle proposé. Celui qui veut demain analyser un système de distribution d'alimentation trouvera là des questions et des ressources proposées pour y répondre. Quelques voies ouvertes qui seront plus faciles à emprunter dorénavant, mais tout de même des partis pris clairement affichés et le choix de 4 dimensions qui nous ont apparu centrales dans ce travail, dans une initiative de distribution alimentaire. Quelle est la considération accordée à la question agricole? Je ne rentre pas dans le débat, mais je ne rentre pas dans la définition précise, mais la question agricole, donc ignorée par la plupart des consommateurs, comment elle est présentée, comment elle est prise en considération dans cette initiative. Qu'est-ce qu'il est appelé qualité dans cette initiative? Comment est définie la qualité? Est-ce que toutes les qualités de l'alimentation sont prises en compte? Qu'en est-il du travail dans cette initiative? Comment il est pris en compte des 2 côtés
de l'alimentation, ce fameux travail dont on voit qu'il est en train de disparaître à grande vitesse. Et puis, évidemment, qu'en est-il de l'autonomie des acteurs dans ces distributions? Voilà, aujourd'hui, là, maintenant, je pourrais m'arrêter là. J'ai fait à grands traits le cadre du projet. Je vous ai dit avec qui nous avons travaillé. Je vous ai sans doute plus ou moins adroitement décrit la méthode de travail que nous avons employée. J'ai évoqué rapidement les principaux résultats obtenus. Mais une partie des enseignements que nous avons obtenus est d'une autre nature et ne se trouve pas dans la totalité des livrables qu'on a rédigés, dans leur totalité dans les livrables qu'on a rédigés. C'est ce que chacun d'entre nous, et ici plusieurs d'entre nous sont présents, bien sûr, hein, vous verrez, on vous a collé des étiquettes, c'est pas seulement pour faire le compte du troupeau ce soir, c'est aussi pour que vous puissiez identifier. Il y a des acteurs du... Vous en verrez une partie tout à l'heure lors de la table ronde, et puis il y en a d'autres que vous croiserez dans la journée. Donc, ces acteurs-là se sont forgés des convictions, des certitudes et des incertitudes, sans doute aussi. Et là, pour le coup, je vais vous faire part des miennes. Voilà, ça sera une façon un peu subjective de terminer cette introduction, en espérant que je n'ai pas trop débordé sur le temps qui m'est accordé. Ce qu'on pourrait appeler ces enseignements non matériels. Moi, ce qui, dans ces 3 années de projet, demeure dans ma mémoire aujourd'hui, et quelquefois, au matin, le réveil me vient avant même le nom des gens avec qui j'habite. Ne jamais faire le malin sur cette question alimentaire, ne jamais faire le malin. Ne pas arriver avec des réponses en cherchant des questions, parce que bien souvent, nous fonctionnons comme ça. Nous avons des réponses et nous allons chercher des questions. Vous n'avez pas une question à poser, là, parce que là, j'ai des réponses. Alors, ça, terminé. On ne peut plus, quand on a fait ce travail, au bout de 3 ans, on ne peut plus procéder comme ça. On ne peut pas prétendre savoir ce qu'est le bonheur des autres, ce que doit être le bonheur des autres. On sait simplement qu'ils doivent être heureux. C'est aussi la certitude que dans la société, il y a un double appauvrissement aujourd'hui, une précarité agricole très grande. Celle-là, je la connaissais, mais j'ai constaté qu'elle était en train de s'aggraver. Le taux de pauvreté des agriculteurs est très supérieur à celui du reste de la population. Il augmente très rapidement. Dans les lois de modernisation de l'agriculture, l'élimination des paysans était inscrite, mais c'était pour leur donner des conditions de vie égales à celles du reste de la population. Or, le compte n'y est pas aujourd'hui. Les paysans sont partis, mais le revenu avec. Et du coup, c'est quand même un sérieux échec. Et alors, la précarité alimentaire, celle-là, nous l'avons découvert en route. Moi, j'aurais dû la connaître, mais on oublie parfois les choses. Il y a quand même aujourd'hui 8 millions de personnes qui se déclarent en état de précarité alimentaire pour des raisons qualitatives ou quantitatives, et plus de 5 millions qui sont inscrites aux différents dispositifs de l'aide alimentaire, et sans doute bien plus qu'on ne peut le penser, qui sont inscrits nulle part parce qu'ils n'ont même plus la force, le courage ou autre chose d'ailleurs, parce que vous verrez comment il peut être extrêmement difficile de dépendre de l'aide alimentaire. Et donc les 2 fonctions les plus fondamentales, parmi les plus fondamentales, l'humanité, cultiver et se nourrir, aujourd'hui fabrique du malheur. Alors, qu'importe, puisque même les amours sont précaires, pourquoi nos vies tout entières ne le seraient-elles pas? La double ignorance aussi, c'est une chose qui m'a peu à peu imprégné au point que c'est devenu... je me dis, mais comment ça se fait, je me répète tout le temps, mais comment ça se fait que les gens qui mangent ne savent pas la manière dont je travaille, comment je travaille, moi qui ai pendant 40 ans produit de la nourriture. Et je sais que celui qui mange... je ne connais pas ses conditions de vie, je ne sais pas quel est le loyer qu'il paye, je ne sais pas quel est son revenu pour acheter de la nourriture, etc. Je ne sais pas forcément d'où il vient aussi. Et cette double ignorance-là, elle nous a été imposée, elle est construite par des politiques publiques. Le rôle inclusif de la nourriture, alors ça, il a fallu que je l'apprenne parce que je ne le mesurais pas à ce point-là.
la nourriture a bien d'autres fonctions que celle de remplir un sac et de faire tenir le sac debout. Et on s'en aperçoit, on le mesure très bien quand on parle de disqualification par l'alimentation, et notamment quand on étudie l'aide alimentaire. Alors, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure en parlant de la précarité alimentaire, parce que je vous ai dit qu'il y a des 8 millions de personnes en état de précarité alimentaire, mais nous savons avec quasi-certitude qu'il y a au moins 17 et peut-être 20 millions de Français qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils mangent. Quand vous les interrogez, ils vous disent on voudrait manger ça, 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 moins de sucre, moins de sel, sans doute moins de pesticides, sans doute aussi moins d'OGM, des choses comme ça. Et puis quand vous regardez ce qu'il y a dans leur panier à la sortie du magasin, vous vous rendez compte que c'est pas ce qu'ils voudraient manger. Et ça aussi, ça s'accumule avec. Et ça, c'est une forme de précarité alimentaire qui est beaucoup moins avancée, moins connue, moins mesurée, moins mesurable, sans doute aussi, c'est pour ça qu'on en parle moins. Et la disqualification par la nourriture, cette incapacité à acheter, à manger ce qu'on voudrait manger, ce fait que les gens qui sont appauvris sont obligés on leur donne de la nourriture déclassée. En fait, c'est augmenter leur déclassement à eux. Ça, on l'a eu de toute évidence assez rapidement sous les yeux quand on fait de l'accueil dans la ferme et qu'on entend la manière dont les gens de Paris qui vivent dans les foyers à Paris, comme par exemple la manière dont ils parlent de l'alimentation, on voit bien que, quelle que soit la manière dont on s'y prend, c'est profond. Mais aussi, quand vous produisez de la nourriture déclassée, qui finalement se déclasse parce qu'il y en a trop et qu'on la retrouve dans les surplus et qu'elle est redistribuée de cette manière-là, celui qui la produit aussi, d'une certaine manière, il se déclasse aussi. Donc, je pense qu'il y a une partie des agriculteurs aujourd'hui qui, dans ce système-là, se sentent aussi déclassés. Et eux, on en parle assez peu. Il me reste 2 minutes, je crois. Je ne sais pas où est le chrono, c'est à peu près ça. Une chose importante, 2 choses importantes, qui pour moi, à mes yeux, et vous poserez la question à mes camarades de ce qui est important pour eux, si en amont de toute recherche sur l'alimentation et des moyens de se nourrir, que vous soyez dans le domaine du social ou dans le domaine de l'agriculture, si en amont de toute cette recherche que vous pouvez mener sur comment allons-nous nourrir les gens, comment allons-nous augmenter, par exemple, la production bio pour préserver l'environnement, comment allons-nous faire la promotion des circuits courts pour augmenter le lien social, enfin, ou comment allons-nous améliorer la qualité des produits industriels. On peut imaginer toutes sortes de ces questions-là. Si vous ne posez pas, dès le départ et en amont de ces questions, si votre première préoccupation n'est pas celle de nourrir tout le monde, alors immanquablement, quand vous aurez fini votre travail, il manquera du monde autour de la table. Vous vous retournerez et vous irez chercher ceux qui ne sont pas là et vous ne les trouverez pas. Parce que c'est comme ça qu'on le constate. Et vous serez amené à construire à ce moment-là une politique pour les pauvres. Vous direz, je vais faire un panier à côté à prix différencié pour ceux qui ne sont pas là. Aujourd'hui, avec le prix que et les produits qu'il y a dedans, prendre le panier que j'ai. Et quand vous ferez cette politique pour les pauvres, on peut dire ce qu'a fait Lula au Brésil avec la réussite qu'on lui connaît. Mais la réussite aujourd'hui, vous voyez le prix qu'il a payé. Quand vous faites cette politique pour les pauvres, n'oubliez jamais que vous faites une politique pour les riches avant de faire une politique pour les pauvres. Et donc ce qui importe, c'est de faire une politique pour tout le monde, une politique alimentaire pour tout le monde. Donc, j'en arrive à la dernière phrase, les 2 dernières phrases. On ne peut pas faire de durabilité au détriment de l'environnement en le considérant comme un facteur de production gratuit, mais on ne peut pas en faire non plus au détriment du corps social en le considérant comme un élément inerte d'absorption de la production. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'il en est. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'extension infinie du domaine de l'aide alimentaire, parce que c'est en face de ça que nous sommes, une augmentation en permanence de l'aide alimentaire, la satisfaction que nous avons à voir tous les ans augmenter le nombre de repas distribués par les Restos du Cœur. Voilà, des bilans sont publiés qui disent « Ah ben,
Nous avons fait du bon boulot l'année dernière. Nous avons augmenté de 10% les repas distribués par tels Restos du Cœur ou autres. Je ne veux pas stigmatiser personne ici, mais ce dispositif-là qui est en train d'envahir la sphère alimentaire et du coup la sphère agricole aussi, cette extension infinie, elle est aussi cette extension du ressentiment dans la société. Et ce ressentiment, il n'est fondateur d'aucune politique. Il est même fondateur d'un grand danger pour la démocratie. Et une question qu'on s'est posée souvent quand on, face au constat de déshérence et de l'appauvrissement et des paysans et des consommateurs, on se met en colère, ou certains parfois peuvent pleurer même parfois, et les situations sont telles qu'on pourrait le faire. Qu'est-ce qu'on fait de ces larmes? Qu'est-ce qu'on fait de cette colère? Comment politiser nos inquiétudes? Comment sortir du ressentiment? Je terminerai sur cette question. Merci.